Bonjour, je m'appelle Nicolas Roux, je suis consultant chez Ernst Young à Lyon. Donc, mon rôle, c'est de clôturer l'atelier 2.2 en lien avec la qualité et la cartographie des processus. Donc, pourquoi est-ce que je suis le parrain de cet atelier? C'est parce que ça fait 8 ans maintenant, j'ai eu une vie avant le conseil, mais ça fait 8 ans maintenant que je suis spécialisé dans cartographie de processus, dans l'accompagnement de programmes de transformation, donc via l'approche par les processus. Donc c'est vrai que je fais ça toute l'année depuis 8 ans pour différents clients. J'ai cartographié des dizaines de processus avec des buts variés. J'ai des clients qui souhaitaient doubler de taille, créer des filiales internationales, donc il fallait revoir complètement l'ensemble des 88 processus clés, je crois, de mémoire, pour une grande PME de l'entreprise, pour justement les accompagner dans cette transformation. C'est ce que je préconise quand on fait une transfo orga. Il y a le mot organisation, mais il faut forcément faire l'approche par les processus. Ça m'a permis aussi d'accompagner des transformations digitales. On se rend compte que les processus cibles liés au digital, quand on n'avait pas de e-commerce, qu'on a du e-commerce, forcément des impacts. Et pour un client, là dernièrement, il a fallu cartographier 22 processus clés qui impactaient 58 fonctions et de mémoire 250 activités dans l'organisation. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette. Alors avant d'appuyer sur le bouton de lancer le site e-commerce, ça a permis de sécuriser pas mal de choses au niveau opérationnel et de rassurer aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne de la valeur de l'entreprise pour se dire tiens, là on sait ce qu'on fait, qui le fait, quoi, quand. Et c'est une des choses que la cartographie des processus apporte. Et au-delà de ça, des approches plus classiques de cartographie pour, dans un esprit lean, on va dire, tuer les tâches à non-valeur ajoutée. On a tous vu des chaînes de validation qui ne servent à rien, des boucles de mail, ce genre de choses. Au moins, quand on cartographie, qu'on écrit, on fait gagner du temps. Et sur un processus marketing de mise en marché, par exemple, une réduction de 20 à 25% des temps de mise en marché, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement avec ces approches. Donc mon rôle aujourd'hui, ce que je vais essayer d'apporter en conclusion, c'est un petit peu mon regard opérationnel spécialiste du sujet et un peu mes recommandations suite à ce mot académique forcément où il y a tout ce qu'il faut faire quand on veut cartographier des processus, mais on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les ressources internes ou des consultants pour le faire. Mais en tout cas, je veux insister sur le fait que la cartographie de processus, dans bien des cas, pour bien des sujets, est essentielle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les clients nous demandent souvent de revoir l'organisation. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que déjà, il faut revoir les processus métiers et les outils associés. Ensuite, le système de pilotage qu'on met autour de ça, les routines de management, les KPI, les rôles et responsabilités pour chacune des activités le long des processus. Peut-être déjà entendu parler de RACI. Et après, on se pose sur les orgas, mais on sait qui fait quoi. Après, de qui il dépend, à qui il reporte, c'est le sujet qu'on doit traiter en dernier. Donc il ne faut pas prendre les problèmes à l'envers. Il y a eu des débats sur cette plateforme aussi sur tiens, quand il y a un upgrade d'outils type SAP, est-ce que ça impacte les processus? Moi, je reste persuadé qu'il faut que le métier garde la main sur ses processus et l'outil doit être au service du métier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent tellement de faire des bons en avant au métier qu'on a tendance à mettre l'outil un peu en premier, mais je défends la thèse qu'il faut déjà revoir les processus en premier. Donc, comme je disais, le contenu de l'atelier montre vraiment les meilleures pratiques, c'est l'état de l'art. Après, moi, je voulais insister sur le fait qu'il faut impliquer les acteurs lorsque vous faites les ateliers de modélisation, se dire, tiens, là, ça concerne tel type d'acteur, customer service, chef de produit, assistante commerciale. Et ben, il faut avoir un panachage de ces fonctions lorsqu'on fait l'atelier. Il ne faut pas le faire en chambre, ça ne se fait pas tout seul avec un papier, un crayon, et la souris. Il faut le faire avec eux, il ne faut pas hésiter à prendre du brown paper au début, mettre des post-it, écrire, recommencer. Moi je pense qu'il faut 3 bonnes demi-journées de travail pour cartographier un processus.
Il faut nommer des porteurs, avoir des relais internes très rapidement sur tiens, qui serait le plus légitime pour porter ce processus. Ça, c'est des choses importantes. On voit dans d'autres chapitres de Smoke, mais c'est important de le rappeler. Donc je veux vraiment insister sur la notion d'atelier participatif lorsqu'on les construit. Si on n'a pas assez de personnes formées à la cartographie de processus, peut-être certains vont tomber de leur chaise, mais je recommande d'utiliser des méthodes de cartographie peut-être plus simples sur de PowerPoint de base, en faisant une ligne par acteur et l'enchaînement des activités. Il faut juste pas oublier exactement ce qu'il y a dans la fiche de processus, de définir le processus, ça aide à arrêter le périmètre, c'est une phrase clé, se dire tiens, tel processus, voilà à quoi il sert, à qui, dans quel cas, une phrase qui borde le process, et la tester avec les acteurs, dire tiens, est-ce que si je dis ça, c'est une grosse bêtise, ou est-ce que ça mord sur un autre processus, ça permet vraiment de border. De s'arrêter tout de suite sur quelle est la liste des personnes qui vont travailler sur ce processus, qui vont être impliqués, les éléments déclencheurs et de clôture, on appelle ça les triggers, quel est l'élément déclencheur de mon processus, à quel moment je sais qu'il démarre et quelle activité porte la fin. Donc chaque activité, on l'a déjà dit, c'est un verbe d'action. Par exemple, le processus où il y a écrit vérifier je ne sais quoi, ça n'existe pas. Vérifier, ok. Et ce que je fais avec mes clients, c'est que je challenge sur quelle est l'action qui fait que je vais vérifier que cette tâche soit bien faite ou quoi, quel est le contrôle qualité, est-ce qu'il y a quelque chose à remplir ou quoi, mais il faut vraiment l'expliciter et ne pas être trop vague, sinon le processus sert à rien et c'est un peu de la soupe. Il faut bien forcément cartographier le véhicule, quel est le véhicule de l'activité, si c'est un envoi de mail, une réunion, un workflow, du SAP, du Salesforce, et qui le fait, qui porte la tâche, mais également qui est le responsable, c'est-à-dire que si la tâche n'est pas bien faite, qui porte cette responsabilité, qui a la responsabilité d'un KPI, si un compteur qui est intégré à une activité, ça c'est des éléments importants. Sur la cartographie, un conseil, c'est essayer de se dire, tiens, si je devais faire une BD, si je dois faire quelque chose de ludique, de propre, parce que le but, on le rappelle, l'objectif, c'est qu'il faut que cette carto, elle soit vue, elle soit partagée, elle soit comprise, afin de pouvoir être améliorée. Si vous avez juste une cartographie incompréhensible qui va rester dans un fichier, à la rigueur dans un classeur papier que personne ne va la lire, à part la personne qui l'a fait il y a quelques années, ça ne va pas vivre. Donc il faut vraiment se dire, tiens, n'hésitez pas à vous approprier, à dire, tiens, moi je veux cartographier comme ça, et ce sera comme ça pour mon entreprise, c'est pas très grave de ne pas faire du BPMN pur, il n'y a personne qui vous le reprochera. Et rien qu'en ayant cette philosophie, on est déjà orienté métier. Voilà, c'est pas juste, tiens, il y a une responsable qualité qui m'a demandé de faire ça, et je fais une carto pour faire une carto. Il faut bien se dire, tiens, est-ce que les gens vont la comprendre, est-ce que c'est ludique, est-ce que j'ai envie de la lire, est-ce qu'elle est autoporteuse. Pas hésiter à mettre des petites bulles, des petits commentaires. Personnellement, c'est ce que je fais. Et pour avoir ce côté ludique, ne rien oublier, bien challenger, bien vérifier, il faut vraiment que le chef de projet soit rigoureux. C'est-à-dire qu'ils soient tous cartographiés de la même façon. Si on s'engage sur un code couleur, sur des formes, etc., il faut les respecter de bout en bout. Ça, c'est très important. Je parlais de copie papier. C'est vrai que j'aime bien laisser des classeurs dans certains services pour des longs processus transverses, un peu complexes. Plutôt qu'aller chercher un fichier et de pas savoir si on a la bonne version, un porteur qui est responsable de mettre à jour ce classeur et on sait où on le trouve. C'est vrai qu'on est dans une ère digitale aujourd'hui, on est moins papier, mais sur des choses importantes qui sont, tiens, comment je fais mon métier tous les jours, et surtout comment je travaille avec mes collègues, qui sont peut-être une distance, à qui je n'échange pas tous les jours, au moins avoir un référentiel commun, puis juste sortir un classeur, ça permet d'éviter les questions de ce type. J'avais un point aussi en lien avec les exercices que vous avez faits. Tout ne doit pas forcément être processé, il ne faut pas penser que processus. Processus, c'est sûr, on dit comment on doit faire les choses. Et parfois, plutôt qu'un processus, ça vaut le coup, je pense notamment, on voit ça beaucoup dans les usines au niveau des opérations, faire plutôt des one point lessons. Donc, un OPL, ça se présente sous la forme
d'une affiche où on dit, bah voilà, pour faire telle chose, voici comment on fait. Donc c'est pas vraiment un processus, c'est plus une procédure type, voilà, avec un aspect qualité important ou manière de faire pour éviter un accident ou de la non-qualité, ce genre de choses. Donc bien faire attention, type laver telle chose ou quoi, un one point lesson peut suffire, pas obligé de tout processer parce que parfois c'est un peu complexe. Et une bonne photo avec des flèches en couleur et dire comment faire les choses, c'est aussi efficace sur le terrain. Autre point, un processus n'est jamais gravé dans le marbre. C'est pas, tiens, j'ai fait mes processus, je vais les coups de fil d'or et puis ils bougeront plus jamais. Faut vraiment garder, on en parlait tout à l'heure, il faut garder vraiment cet esprit lean pour avoir 100% de tâches à valeur ajoutée, je disais aussi pas de validation qui ne servent à rien, une réflexion d'amélioration continue, responsabiliser le middle management, être un paranoïaque des validations et de toujours faire remonter au manager, sinon ça ralentit toute l'organisation. Donc vraiment, quand on voit les processus, pensez à se dire, tiens, si telle personne prenait ça et en était responsable, est-ce que ce serait pas mieux, et prévoir des revues des processus à intervalles réguliers, c'est-à-dire que quand on a la version V1 validée, se dire, tiens, bah, dans un an, on se reposera avec telle personne autour de la table et on se demandera comment l'améliorer. C'est la meilleure façon de ne pas retomber dans des travers et de challenger les équipes sur la façon de faire mieux. Justement, on parle de transversalité des processus. Il y avait un module SLAs, Service Level Agreements, qui n'a pas été développé plus que ça, donc je voulais juste en dire un mot. C'est vraiment un contrat entre les services. Moi, ce que je fais avec mes clients, généralement, j'en fais un jeu. C'est-à-dire que quand on fait les ateliers, quand on a tous les key stakeholders qui sont autour de la table, on a souvent les points qui font grincer des dents qui remontent. Donc on les note, et après, quand on écrit les Service Level Agreements, sous forme de contrat, il ne faut pas tomber dans le juridique, hein, c'est pas le point ici. Généralement, on prend une photo avec tout le monde qui se tient par les épaules, tout le monde signe en bas, et on l'encadre dans les services. Quand il y a des gens qui partent ou qui reviennent, on le refait, et il ne faut pas hésiter non plus à le mettre dans un parcours, un nouvel entrant dans l'organisation. Tiens, un nouvel entrant, on va l'expliquer, le service level agreement qu'on a je sais pas, les sales et la supply chain, entre les opérations et les sales. C'est toujours intéressant, il faut le faire vraiment de façon ludique et sympa, en n'hésitant pas à mettre les anecdotes sur la façon dont on ne faisait pas bien avant dans le SLA. Comme ça, avec le temps, ça se perd, on dit ah ouais, quand même, on arrive à faire ça avant. Puis on dit toujours quand la conduite du changement a réussi, quand les personnes se disent comment on faisait pour faire autrement avant. Généralement, c'est dans ces cas-là qu'on dit c'est gagné. Voilà, mais écoutez, si vous souhaitez échanger, vous pouvez me contacter sur LinkedIn sur ces différents sujets. J'espère que j'ai pas été trop long et que c'était intéressant. À bientôt.